façon, enfin c'est con, mais j'avais l'épée de Damoclès de la période d'essai. Pendant toute cette période-là, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont savoir que je suis nul, ils vont me virer. J'avais une pression de dingue. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Reconvertis où je reçois Jérémy Aubeau, développeur full stack. Jérémy a passé sa carrière dans la logistique depuis 2007 jusqu'à 2019, puis ensuite a fait une reconversion chez O'Clock et maintenant depuis un peu plus d'1 an il est développeur full stack. Salut Jérémy. Salut. Aujourd'hui je voulais qu'on parle ensemble de ta reconversion. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, la fin de ta formation et ton insertion sur le marché professionnel? Comme j'ai pu un petit peu t'en parler, donc moi j'ai eu un parcours assez chanceux, on va dire, je pense. C'est-à-dire que j'ai fini O'Clock du coup la formation au mois de février, je me rappelle toujours le 14 février à Saint-Valentin, et du coup le lendemain je suis parti en vacances. J'avais postulé un petit peu avant, en amont, un mois avant la fin de ma formation, à des postes plutôt dans la région de Genève, parce que je suis en Haute-Savoie. Okay. Mais malheureusement, j'ai pas eu de retour parce que j'avais pas grand-chose à démontrer. Chez O'Clock, il y a une particularité, c'est qu'ils mettent un genre de canal où ils postent des offres d'emploi par région. Je suis allé sur le Slack et j'ai vu cette offre, j'ai postulé. Et en rentrant de vacances, j'ai vu que j'avais eu un email d'une personne du coup qui m'a recontacté. C'était une boîte de recrutement. Et qui m'a posé des questions voilà, sur mon parcours. Je suis resté une bonne heure avec la personne au téléphone et qui derrière m'a dit qu'ils allaient me recontacter. Et après, j'ai eu un entretien avec cette fameuse société, avec le PO et le lead dev qui s'est plutôt bien passé aussi. J'avais eu un bon retour, enfin un bon feeling avec les personnes. Au niveau de l'entretien, j'ai eu vraiment que l'entretien physique. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu, enfin de la chance, je sais pas, mais j'ai pas eu de test technique. Donc au final, c'était vraiment le feeling. Ils ont vachement jugé ma curiosité, si je connaissais de quoi je parlais, et la techno qui était principalement React, et le fait que je parle des hooks alors que c'était pas forcément sorti, ça a parlé aussi au lead dev. J'ai eu un second entretien 2 semaines après, il me semble, avec la RH. Et là, pareil, c'était pour voir au niveau du feeling comment ça passait. Et puis j'ai eu le retour positif quelques jours après, comme quoi ils me prenaient en CDI. D'accord, ouais, donc là-dessus, tu as eu un peu le cas d'une success stories et ça arrive. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'en parler parce que on parle souvent des galères, etc. Et en fait, les reconversions peuvent très bien se passer comme ça aussi. Et, mais si tu es arrivé à ce stade-là, avoir ce succès entre guillemets quasi du premier coup, puisque tu disais que tu avais fait quelques candidatures quand même avant, c'est que en fait tu as fait des choses bien en t'en rendant compte, ou même pas forcément, et justement le but de cette interview, c'est vraiment creuser et voir qu'est-ce que tu as fait bien et comment est-ce que les autres peuvent copier et utiliser ces bonnes pratiques dans leur candidature. Ouais. Et du coup tu disais ta curiosité techno, c'est un peu ça que lors de l'entretien, le lead dev cherchait. Comment est-ce que tu t'es, entre guillemets, formé à cette appétence techno? Est-ce que tu parlais des React Hooks? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vu en cours? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as lu sur le côté? Comment ça se passait? Quand j'ai préparé ma reconversion, on m'avait dit la veille, c'est ultra important. N'hésite pas à passer du temps sur les sites, etc. Et du coup, j'ai pris le pli, je me suis mis sur Twitter. Au final, j'ai bien accroché. Je suis tombé à un moment donné sur un article de Hooks, pour le coup, parce que j'étais en formation. J'avais fait une spé React. Et du coup, voilà. Je fais principalement ma veille sur Twitter, qui après m'ouvre des portes à l'infini, quoi, parce que du coup, on tombe sur plein de blogs, etc. Et si on veut creuser un peu, on tombe sur des contenus super intéressant. Lors de mon entretien, je sais que ça a fait mouche parce que le regard en fait du lead dev a directement changé. Il était assez fermé. Enfin, il essayait de se tenir une présence particulière quoi pour un entretien, je pense. Et dès que j'ai parlé des hooks,
j'ai vu que voilà, il s'ouvrait directement en disant ah oui, là, ce que j'ai pensé, il a dû se dire putain, bon ok, c'est un junior, mais il est curieux, le truc c'est pas vraiment sorti, mais il en a entendu parler, donc c'est cool. Il me recrutait en tant que junior, donc ils attendaient même pas à ce que je maîtrise le concept, mais le fait d'en parler, de savoir de quoi c'était, etc. Et bah, ça a marché. Et, enfin, et du coup, j'ai matché avec le lead dev. Je pense que ça a fait la différence peut-être dans le recrutement, quoi. D'accord. En termes de veille, justement, donc tu disais que tu partais sur une base de Twitter. Est-ce que tu as d'autres sources à partager là-dessus? Non, principalement c'est Twitter. Après, s'il y a un site que j'aime bien, après, c'est je suis un dev. Oui, le blog de Mehdi. Ouais, de Mehdi, qui est cool. Et là, je me suis mis ça fait un mois, sur un podcast qui est ultra intéressant. Après, c'est pas vraiment. Alors, c'est une veille, mais il rentre pas vraiment dans des concepts, mais c'est If This Then Dev. Ouais, Bruno Soulez, je crois. Ouais, qui est vachement cool. Et en fait, j'apprends quand même pas mal de choses et des concepts qui sont tous liés au monde du dev. Et que quand on arrive en tant que reconverti, c'est appréciable d'avoir plein d'informations sur plein de sujets différents. Et, ouais, est-ce que tu te sens pas des fois vraiment noyé par tout le contenu que peuvent sortir ces blogs ou peuvent en parler, etc. Comment tu gères des articles tech où tu maîtrises pas toute la techno et tu comprends pas tout ce qui se passe? Alors, à un moment donné, bon, j'ai lâché un peu le truc, mais je m'étais fait un board Trello perso où je mettais des articles, dès que je voyais des liens qui m'intéressaient, je mettais les articles dans les colonnes par sujet, on va dire. J'essaye de me prendre une demi-heure chaque jour pour lire au moins un article et de l'approfondir, c'est-à-dire que s'il y a des termes que je connais pas, et j'ouvre d'autres fenêtres derrière pour voir de quoi ça parle. Mmh. Et j'essaye ça sert à rien de bouffer des articles, une dizaine d'articles en une demi-heure ou en une heure. Au final, on n'en retire rien. Je préfère me concentrer sur un article qui est intéressant et de le bosser, quoi, au final, parce qu'il y a des choses que je comprends pas forcément. J'essaye de comprendre quand il y a des exemples de code, etc. J'essaye de comprendre. Alors qu'au début, c'était plus... je lis, mais j'essaye même pas de comprendre le code. Et là, j'essaye de plus rentrer dans les détails, quoi. Avant de devenir dev, tu avais une expérience dans la logistique, si je me trompe pas, ouais. Et tu avais plus de 10 ans d'expérience. Est-ce que comment est-ce que tu as présenté ton parcours à la première recruteuse avec qui tu as interagi et comment tu mettais en avant, entre guillemets, ton professionnalisme et ton expérience professionnelle, ouais. Par rapport au métier de dev? Pour une reconversion professionnelle, les entreprises qui embauchent apprécient le fait que les personnes ont eu une autre expérience. Ce côté un peu plus mature, je sais que mon responsable m'en a parlé, c'était quelque chose qui lui plaisait. Et alors, à la fille du cabinet de recrutement, je l'ai vendu. Alors, j'étais responsable d'équipe. Du coup, j'ai vendu des aspects de mon boulot où je parlais beaucoup anglais aussi. Du coup, il y avait cette partie-là, l'anglais, la partie gestion humaine, on va dire. Le fait que je sois resté aussi 10 ans dans la même entreprise, j'ai appuyé sur ça aussi, sur la fidélité que je pouvais avoir. Je sais que dans le monde du dev, c'est pas évident. Il y a des entreprises qui pleurent un peu de voir des gars partir au bout de 6 mois ou d'un an. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu m'appuyer. Le fait d'être resté 10 ans dans la même entreprise, je pense que ça a plu. Surtout que dans la région où je suis en Haute-Savoie. Du coup, c'est un peu particulier, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont travailler sur Genève, parce que les salaires sont bien plus intéressants. Ouais. Et je pense qu'ils ont un peu de mal à recruter. Je suis tombé dans une bonne période où ils avaient du mal à recruter. Ils sont même ouverts maintenant au full remote et du coup ça m'a permis moi en tant que junior de rentrer dans la société, quoi, qu'ils fassent confiance à des juniors. Est-ce qu'ils avaient déjà recruté des juniors Non, ils m'ont recruté moi et ils ont pris un alternant 2 mois après. Mais c'était la première fois qu'ils prenaient des juniors. Ouais. Ils avaient
enfin, c'était une équipe de 6 ou 7 devs à l'époque. Et ils avaient tous de l'expérience. Dans ton expérience passée, est-ce que tu as été amené à toi-même faire des recrutements? Non. Non, d'accord. Donc, non, c'est pas spécialement cette expérience qui a pu t'aider non. D'accord. Non, pour le coup, au niveau de la recherche d'emploi, c'est pareil, l'école qui donne pas mal de tips sur le profil LinkedIn, sur la lettre de motivation, enfin sur pas mal de choses. Et du coup, la préparation d'un entretien aussi, c'était pareil. Enfin, c'est des choses cons, mais que j'avais pas pensé, mais prendre un carnet où avant l'entretien, tu te poses des questions sur l'entreprise, les questions que tu dois poser lors de l'entretien. Je pense, enfin, j'y avais jamais pensé, mais je pense que ça va faire quelque chose. Enfin, ça doit faire un petit plus, je pense, quand tu poses tes questions et tu notes la réponse derrière, ou alors quand le recruteur, bon là, en l'occurrence c'était le PO, mais il m'expliquait des choses, je prenais des petites notes, des choses comme ça, et je pense que ça, enfin, c'est pas un rôle qu'on joue, mais aux yeux d'un recruteur, je pense que ça peut faire la différence, parce qu'il doit se dire, ce gars-là, il est consciencieux, ou cette fille-là est consciencieuse. Enfin, et voilà. Complètement. Il y a un des tips que j'aime bien donner, moi, c'est donc déjà, j'aime bien poser les questions au fur et à mesure qu'elles viennent, pas forcément attendre jusqu'à la fin, mais toujours en garder une ou deux pour la fin. Que vous avez déjà préparé à l'avance, parce que arrivé à la fin de l'entretien, la dernière question qu'ils vont poser, c'est forcément la même chose quasiment tout le temps, c'est est-ce que vous avez des questions, et c'est toujours bien d'en avoir une ou deux en stock, mais c'est pas pour autant qu'il faut se priver d'avoir un échange pendant l'entretien. Donc en général, moi je stockais une ou deux questions pour la fin. Et autre conseil, justement, toi tu parlais de la veille et de la veille techno. Moi je faisais aussi un travail de recherche sur l'entreprise et sur le secteur dans lequel elle bosse pour pouvoir postuler. Donc lorsque j'arrivais à l'entretien, je connaissais leurs concurrents, je connaissais grosso modo leur positionnement par rapport aux concurrents, et je posais des questions par rapport à ça. Pas forcément liées à la tech, hein, mais vraiment liées au marché, etc. Et puis du coup ça leur fait parler et ça fait meubler entre guillemets, ça fait mousser l'entretien, et c'est ce qui fait que l'échange est sympa et interactif. Et comme tu disais, ton expérience en tant que dev junior et ton professionnalisme, il doit dépasser la partie tech, parce que si on se base juste sur l'expertise tech, forcément tu pourras pas gagner face à quelqu'un qui a fait 5 ans d'ingénierie informatique à l'école. Tu pourras pas gagner juste sur la tech, donc montre que tu as autre chose. Ouais, complètement. Du coup, même par rapport à ce que tu disais, du coup, de poser des questions sur ce qui t'ont expliqué auparavant, pareil, ça montre que tu es intéressé par rapport à ce qu'ils t'ont dit, et que voilà, t'as pas peur de poser des questions, et que tu peux aller de l'avant, quoi. Maintenant que tu es en poste, donc ça fait un peu plus d'1 an, comment se passe ta veille en ce moment en poste, et comment est-ce que tu vois ta montée en compétences? Alors, au niveau de la veille, alors au début, j'avais plus trop le temps, parce que du coup, j'étais vraiment, comme tu disais, un peu noyé dans les informations que ma société me donnait. Parce que du coup, j'avais une partie métier qu'il fallait que j'apprenne depuis le départ, quoi. Donc ça, j'avais la partie métier sur laquelle je devais bosser, parce que c'est un logiciel qui est en rapport avec la maintenance des avions. Donc j'avais tout ce milieu-là de l'aéronautique à apprendre, etc., où c'est vachement de concepts différents. Et la partie dev, comprendre l'architecture de tous les serveurs, du client qui est un mastodonte. Enfin, et du coup, j'avais plus le temps pour la veille. J'arrivais tôt le matin, j'essayais de repartir pas trop tard, mais voilà, je partais quand même assez tard. Et puis au fil du temps, je pense le premier mois, deuxième mois, ça commençait à aller mieux. Et là, j'ai repris le matin, j'ai essayé de venir un peu plus tôt. On a notre stand-up à 9h, et du coup, je faisais ma veille de 8h30 à 9h à ce moment-là, ou alors le midi. Le midi, je prenais un peu de temps pour faire ça, quoi. Tu savais sur quel sujet tu voulais monter en compétences ?
Bah là, pour le coup, moi j'avais fait une spé React et du coup là c'était du full stack et du coup Node je connaissais absolument pas. Mhm. Euh, du coup, ouais, j'ai pas mal potassé le sujet et pareil de remettre le nez dans le code des serveurs pour voir, pour me dire ah oui ça, oui ok ça fait ça, etc. Toute la partie base de données aussi qu'on appréhende un peu en formation, mais bah, quand on arrive dans le vif du sujet, c'est un autre monde quoi. C'est ça. Euh, Tu penses sortir des informations, connaître SQL en faisant un select étoile from, C'est ça. et derrière. Et après, on commence à te parler d'index Ouais, et de. C'est pas pareil quand tu fais ton POC et que tu as 50 lignes dans ta base de données que quand tu as une base de complètement, données à 5 millions de lignes. c'est clair. Donc voilà, ouais, la veille, pour le coup, voilà, j'en ai plus fait au bout d'un moment. Et puis après, c'était vachement linké avec ce que je faisais tous les jours, quoi. Ouais, donc, tu as parlé de ta montée en compétences. Ce qui est intéressant, c'est que tu as la montée en compétences techniques. Tu parlais de Node, mais tu as aussi la montée en compétences métier où tu dois Ouais, apprendre le métier de ton client. ouais. Et il faut clairement apprendre les deux. On ne peut pas zapper ni l'un ni l'autre. Ouais. Combien de temps tu as estimé être le boulet de l'équipe et à quel moment tu t'es dit, bon, ok, maintenant je commence à contribuer? Il m'a bien fallu. De toute façon, enfin c'est con, mais pareil, j'avais l'épée de Damoclès de la période d'essai. Mhm. Je me disais, enfin, pendant toute cette période-là, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont savoir que je suis nul, ils vont me virer. Et toute cette période d'essai, en fait, j'avais une pression de dingue. Et je pense que quand elle s'est terminée, j'ai pu m'ouvrir un peu plus et du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et du coup, ça m'a permis de passer un step, je pense, parce qu'il y a il y a une grosse partie montée en compétence au début, parce que tu prends tellement d'informations que forcément tu t'améliores. Après, je trouve que tu as une période où tu stagnes, parce que du coup, enfin, pour le coup, pour moi, j'ai mangé beaucoup d'informations, et à un moment donné, je pense que j'en ai eu ras-le-bol, et je me suis arrêté à un moment donné. Mhm. Ouais, au bout de 4 5 mois, j'ai arrêté de faire une veille. En fait, j'ai voulu faire le vide et vraiment me concentrer que sur ce que je faisais la journée au boulot. Et puis à un moment donné, hop, j'ai repris à refaire une veille. Je me suis remotivé avec des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai repris à faire ma veille et je me suis remotivé à faire des projets même perso à côté de mon taf pour encore plus m'améliorer. Et ouais, je l'ai encore, hein. Au bout d'un an, plus d'un an, je l'ai encore ce syndrome de l'imposteur où Ouais. tu te dis, mais bordel, Alors ce si j'y syndrome, arrive moi pas. ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis dev et on l'a toujours à un moment donné. Ah ouais, C'est plus sur la même chose parce que forcément ta zone de confort elle grandit, mais ouais, ce sera toujours sur d'autres choses. ouais, Tu auras toujours une zone grise entre guillemets juste à la frontière de ta zone de confort où tu te sentiras imposteur et ça ouais, y a rien à y faire à part accepter le fait qu'on est peut-être un imposteur jusqu'à ce qu'on le soit plus en fait. c'est clair. Non, oui, du coup, ouais, à part ce syndrome-là, après j'ai eu de la chance d'avoir, voilà, tombé dans une entreprise pareil où j'étais vachement bien encadré avec des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi et qui me laissaient pas. Ça a été super important et ça faisait partie des questions que j'ai pu poser lors de mon entretien si j'étais encadré, parce que j'avais entendu tellement d'histoires où les gens étaient mis dans un bureau et démerde-toi Mm. et apprends une nouvelle techno et voilà. Donc moi non, ça faisait partie des conditions pour entrer dans une boîte. Je voulais une équipe avec moi et, euh, et du coup voilà, ouais. Je pense que j'étais plus à l'aise dès qu'on a commencé à me confier des missions, genre un dev complet à faire le client et le back sur une fonctionnalité, une feature où tu te fais ça du début à la fin. Là, je me suis dit, ah ouais, bon, ils font confiance. Bon, derrière, tu as quand même ta relecture qui t'attend, mais ça, c'est lié à tous les devs de la boîte où on se relie les uns les autres. Ouais. Mais, mais ouais, je pense que c'est quand on commence à te confier des choses un peu plus importantes qu'au début, quoi. Non, c'est sûr. Faut clairement pas se laisser envahir par ce syndrome de l'imposteur. C'est normal qu'il soit là. Il faut juste passer à Ouais, travers. Et aussi, il faut pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer des nouvelles choses. Est-ce que dans ta code base, vous avez une couverture de tests unitaires, fonctionnels, end-to-end? ouais,
Pareil, au début, il n'y en avait pas trop. En fait, mon entreprise, elle a vachement évolué depuis que je suis arrivé. Où, même au niveau organisationnel, ils étaient en agile, mais c'était en mode stand-up et on met des petits bouts de post-it sur un tableau, sur les choses à faire durant l'IT, etc. Et après, on a évolué, voilà, ils sont mis sur Trello, enfin, on a développé les outils numériques. Par rapport aux tests, on n'en avait pas au début, et ça faisait partie des choses qui revenaient tout le temps, à chaque rétro, la régression du code, on a touché à ce code-là, bah, ça a cassé. Et au final, à un moment donné, on s'est dit, bon, là, allez, faut mettre les tests partout, côté client, côté back. Et du coup, maintenant, on a un système de... Alors, on fait pas du TDD, de vrai, je pense. Pour ma part, je pense que je manque un peu de niveau pour vraiment, comme ça s'appelle, driver le code derrière. J'ai tendance à coder, faire ma fonctionnalité, tester ma fonctionnalité que je viens de coder et hop, avancer comme ça petit à petit. Et là, maintenant, c'est cool parce que du coup, tu peux plus push sur master ou développe tant que tu n'améliores pas tes tests. On doit augmenter à chaque fois le coverage de nos applis. Et du coup, ça t'oblige à faire du test. Et après, bon, avec les relectures, du coup, tu es limite obligé parce que tu peux faire du test pour faire du coverage, mais là, enfin. Oui, tu perds l'intérêt. Hein. Si c'est juste pour faire du coverage, tu perds l'intérêt. Donc, à la base, en plus, d'ailleurs, si je te posais cette question, c'était pour faire le lien avec le fait de prendre confiance en soi et de tester des trucs, d'essayer des trucs. C'est qu'une fois que tu as une couverture de test, tu te rends compte que tu peux faire n'importe quoi, tu tires une branche, tu fais ce que tu veux. Et au pire des cas, les tests passeront pas. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Et je trouve, moi, ça a été mon cas aussi quand je me suis mis à faire des tests unitaires et des tests fonctionnels. Mais je pouvais faire ce que je voulais. Ça m'a enlevé un poids de peut-être que je vais casser quelque chose, donc je préfère pas toucher. Avant, jamais je touchais à la code base de mon collègue. Il pouvait s'il a fait 3 lignes, je vais pas les toucher parce que je veux pas que ça devienne mon problème. Alors que maintenant, je peux reprendre un projet si quelqu'un d'autre a travaillé dessus, s'il y a une bonne couverture de test. Il n'y a aucun problème. Qu'il y ait des bons tests, des tests fiables. Tout à fait. Et il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, notamment sur le fait que tu sois en région. Donc, tu as dit que tu étais en Savoie. Et comment, en termes de nombre d'offres au moment où tu as commencé à chercher, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu as senti qu'il y avait suffisamment d'offres pour que tu sois à l'aise pour postuler et choisir ton entreprise? Alors, ouais, parce que du coup, ça faisait partie d'une condition par rapport à mon financement Pôle emploi, où il fallait que, en gros, je leur prouve par A plus B que j'allais trouver un boulot. Et du coup, je me suis pas mal renseigné avant et il y avait pas mal d'offres, soit sur Annecy, qui est quand même une ville assez branchée tech, ou Genève. Donc moi, j'ai pu voilà, me poster, on va dire, sur des offres qui étaient dans ces 2 grandes villes. Même si j'y habitais, j'habite loin des 2, j'habite à 1 heure, mais voilà, ça me faisait pas peur de me faire 1 heure de route pour faire un boulot qui me plaisait. Surtout que je venais de la région parisienne, donc 1 heure de transport, c'est pas choquant quand on vient de région parisienne. Moi, je suis venu de Paris aussi et je me suis installé à Lille il y a un peu plus d'un an. Entre 15 minutes et 20 minutes de transport, maintenant, ça change la vie. Ouais, complètement. Et du coup, au final, j'ai trouvé un boulot à 20 minutes de chez moi, donc ça, pour le coup, pareil, dans ma chance du début, toutes les étoiles étaient alignées, quoi. En fait, ton témoignage est vraiment cool parce que au-delà de l'aspect chance, tu as retrouvé ton premier job direct. Il y a vraiment il y a des vrais learnings sur comment tu as réussi en fait, à avoir cette chance et elle t'est pas juste tombée dessus. C'est parce que tu as aligné des étoiles sur ta veille, sur ta façon de postuler, sur ta façon de poser des questions en entretien, probablement sur ton CV, comment tu l'as conçu aussi pour attirer l'attention et décrocher ce premier entretien qui a fait que t'en es arrivé là. Donc
je trouve que ton témoignage est rempli de valeur. Merci beaucoup Jérémy. Où est-ce que l'audience pourrait te retrouver pour te poser des questions? Est-ce que tu veux partager ton Twitter, ton LinkedIn? Ouais, sur Twitter, mais alors je me rappelle même plus, je crois que c'est marshmallowfr. Je le mettrai dans la vidéo. Il y a LinkedIn aussi, Jérémy Obo, où ils peuvent me poser des questions, il n'y a aucun souci. Ok. Merci à tous pour d'avoir vu cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain témoignage. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, continuez à coder, continuez à faire ce que vous aimez. Et puis, vous inquiétez pas, tôt ou tard, ça paiera. Allez, merci à tous. Ciao, ciao.